Bonjour à tous. Heu, on va démarrer ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà, 58 participants. Ça fera venir les autres. Alors je me présente, je m'appelle Clémence Michel, je suis la directrice marketing d'Itac Group et c'est moi qui vais avoir, le plaisir d'animer ce webinaire pour vous aujourd'hui. Alors de quoi on va parler? On va parler du changement, de coefficient de conversion de l'électricité qui va arriver en 2026 et comment ça va impacter, votre vie d'auditeur. Donc on va voir ce que ça va changer vraiment dans les audits et comment vous préparer sans stress. Et pour, parler de ce sujet, on a, la chance et l'honneur d'avoir, Walter Le Goas, qui est responsable scientifique, chez Itac, qui a, accepté notre invitation. Bonjour Walter. Bonjour Clémence, bonjour à tous et toutes et merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être là. Ouais, je vais donner la parole dans quelques instants. Mais avant, on va regarder le programme du jour. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va voir qu'est-ce que le coefficient de conversion et pourquoi est-ce qu'il change? On verra ensuite les conséquences sur la classification des logements, ce que ça va changer concrètement dans vos audits et ce que ça change pour les occupants. À la fin, on va se garder 10 minutes de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Néanmoins, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et je vais essayer on essaiera, Walter et moi, d'y répondre au fur et à mesure. Mais si jamais on n'y arrive pas, il y a ce temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et juste avant de commencer, je voudrais vous dire un tout petit mot sur Argos. On organise ce webinaire, c'est donc l'équipe d'Argos organise ce webinaire pour la communauté d'Argos. Argos, c'est un logiciel qui est édité par le groupe Itac. Le groupe Itac, c'est 3 entités. C'est donc un bureau d'études techniques qui est spécialisé sur les logements, le logiciel Argos pour les audits énergétiques et Télémac, qui est un réseau d'artisans B2C autour de la rénovation énergétique. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est que plutôt que vous donner plein de chiffres sur Argos, je voudrais vous dire un petit mot sur l'origine de ce projet. À l'origine, les auditeurs du bureau d'études d'ITAC ont utilisé les logiciels qui existaient sur le marché pour faire leurs audits énergétiques. Et en fait, pour plein de raisons, ils leur convenaient pas. Et donc, ils ont décidé d'éditer leur propre logiciel. La première raison, c'était vraiment d'essayer de gagner du temps pour qu'ils arrivent à faire les audits beaucoup plus rapidement et donc d'être plus rentables. Ils voulaient ensuite un logiciel qui soit beaucoup plus ergonomique, qui a un design attractif et ils ont développé une fonctionnalité qui permettait de leur faciliter le travail au quotidien. Et en fait, une fois que le logiciel a été robuste, on a choisi de le proposer au marché. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 200 auditeurs, soit d'autres bureaux d'études, soit des architectes, soit des indépendants qui utilisent le logiciel. Voilà ce que je voulais vous dire sur Argos. Et je vous propose que sans plus attendre, on démarre par une première question. Qu'est-ce que le coefficient de conversion et pourquoi il change? Et donc, Walter, je te donne la parole. Merci Clémence. Je vois juste, je me permets dans le chat des personnes qui n'ont pas le son. Donc merci José de la précision comme quoi il faut l'activer lors de la connexion. Donc voilà, pour certains, il y a ce petit couac technique. N'hésitez pas à regarder ça. Donc, pour le sujet, qu'est-ce que le coefficient de conversion? D'abord, je vais expliquer pourquoi on a besoin d'un coefficient de conversion, puisque vous savez que le parc immobilier est réparti avec plusieurs types d'énergie pour les systèmes de chauffage et les systèmes d'habitation, globalement. Mais en fait, il y a deux types d'énergie finalement dans notre parc immobilier. Il y a les énergies dites primaires et les énergies dites finales. Donc, l'énergie primaire, typiquement le gaz en est une, c'est une énergie où globalement la ressource est directement disponible à l'état naturel. Et donc, l'occupant peut utiliser cette énergie pour chauffer son logement ou pour tout autre usage,
l'eau chaude sanitaire, etc. Et donc, c'est pour ça que finalement, le gaz, avec une unité de gaz extraite, on peut obtenir une unité de chaleur dans le logement, quasiment directement. On n'a pas vraiment besoin de corriger ce coefficient. À l'opposé, l'électricité est ce qu'on appelle une énergie finale, où globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'existe pas d'électricité directement disponible dans la nature, et on est obligé de convertir une énergie primaire, donc que ce soit le gaz, puisqu'il y a des centrales à gaz, mais ça peut être aussi l'uranium, l'hydraulique, etc., en cette électricité, et cette électricité va être transportée chez l'utilisateur. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des coefficients de rendement de ces centrales, il y a des pertes aussi tout le long du réseau électrique. Et donc, finalement, quand l'unité d'électricité arrive chez le consommateur et est directement utilisable pour en faire une unité de chaleur, mais finalement, il faut quantifier toutes les pertes qu'il y a eu en amont sur le réseau. Et donc, c'est pour ça que ce coefficient a été créé, ce coefficient de conversion, de 2,58, puisque avant, on considérait qu'il fallait 2,58 unités d'énergie primaire pour avoir une unité d'énergie finale chez le consommateur et utilisable par le consommateur. Donc, voici pourquoi, finalement, il fallait ce coefficient de conversion. Et du coup, si tu nous dis avant, c'est que, donc, en effet, à l'origine, il était de 2,58, mais du coup, il a changé. C'est ça. En fait, la méthodologie de calcul pour les audits énergétiques, donc la 3CL, pour les audits énergétiques de logement, a été vraiment profondément refondue en 2021, et on a profité de cette refonte pour finalement corriger ce coefficient, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le réseau électrique français, et donc finalement on essaye de minimiser ces pertes, parce que c'est un énorme manque à gagner. Et donc c'est pour ça que pour les audits avec cette méthodologie 3CL, on est passé d'un coefficient de 2,58 à 2,3 en 2021. Et aujourd'hui, il y a eu encore cette réflexion cet été de dire est-ce que ce coefficient est toujours bon, parce que forcément toutes les consommations vont être multipliées par ce coefficient, donc ça a un fort impact. Et donc, cet été, il a été décidé par le pouvoir politique, donc vraiment c'est une dimension politique, d'aligner ce coefficient à la valeur finalement recommandée par l'échelle européenne, par l'Europe, par l'Union européenne. Et donc l'idée, c'était d'homogénéiser ça à 1,9 pour que l'ensemble de l'Union européenne soit sur le même coefficient. Et j'insiste, le choix est vraiment politique. Donc, en fait, on ne peut pas dire que le réseau français a suffisamment évolué entre 2021 et le 1er janvier 2026 pour venir corriger ce coefficient. C'est une volonté politique de dire, ben non, en fait, on veut s'aligner sur les contraintes européennes, donc on fait passer ce coefficient de 2,3 à 1,9. C'est hyper clair. Et ce choix, du coup, qu'on pourrait penser extrêmement technique et presque un peu anecdotique, en réalité, il a des conséquences énormes, notamment sur le marché de l'immobilier et plus précisément sur la classification des logements. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Tout à fait. Donc, je me permets d'abord de revenir sur un point qui est important. Donc, pour les logements neufs, ce coefficient ne va pas changer. Donc, dans le logement neuf, on va rester sur le 2,3 en 2026. C'est que sur la partie rénovation thermique, on va pouvoir corriger ce coefficient. Donc, c'est un autre point d'attention important. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mathématiquement, on va avoir beaucoup de logements qui sont des passoires thermiques qui vont être sortis de ce statut de passoire thermique, et donc toutes les interdictions ou les obligations qui découlent finalement de la classe énergétique vont évoluer. Donc par exemple, si vous habitez un logement en F, potentiellement au 1er janvier 2026, il va mathématiquement passer en E, puisqu'on va venir réduire la consommation d'électricité, et donc il y avait une interdiction de location qui devait vous impacter à partir du 1er janvier 2028, et cette dernière va être reportée de 6 ans au 1er janvier 2024, vous laissant beaucoup plus de temps pour finalement faire des travaux, prendre en compte des décisions et adapter le parc de logement. Mais vraiment, cette décision est purement politique et réglementaire. Et de la même façon, si vous avez un bien en E, donc pour le vendre, vous étiez obligé de faire un audit depuis 2025, donc depuis bientôt un an. Et en fait, potentiellement, au 1er janvier 2026, il peut basculer en étiquette D. Et donc, finalement, l'obligation d'audit va être reportée à 2034. Et donc, finalement, ça vous laisse 9 ans d'action.
Et on a une question sur la proportion de logements qui sort du statut de passoire thermique. Je passe ce chiffre. On est à 1 million de logements et 15% de passoires thermiques du parc. Donc, je n'ai plus en tête le chiffre de nombre de passoires thermiques, mais je vous laisserai faire le ratio. Donc, on a beaucoup parlé des passoires thermiques, puisque forcément, c'est un enjeu qui est fort. Mais en fait, il faut être vraiment conscient que tous les logements peuvent être concernés, puisque la méthodologie 3CL s'appuie sur 5 postes de dépenses d'électricité. Donc, le principal dont on parle beaucoup, c'est le chauffage, qui lui peut être d'énergie électrique ou pas, puisqu'on a le gaz, le fioul ou le bois qui ne vont pas être impactés par ce changement. De la même façon, pour l'eau chaude sanitaire, il y a des systèmes de chauffage de chaude sanitaire qui sont liés à l'électricité, d'autres non. Et enfin, encore une fois, pour le refroidissement climatisation, qui est le troisième gros poste, il peut être issu de l'électricité ou pas. Donc, il y a une subtilité pour les logements pour ces 3 facteurs. Par contre, pour tout ce qui est auxiliaire, donc les systèmes électriques de fonctionnement de ces 3 entités, donc chauffage, CS et refroidissement, sont forcément électriques, donc eux vont être impactés, et de la même façon aussi l'éclairage est forcément électrique, et donc ces éclairages vont être impactés, enfin ces maisons vont être impactées sur l'aspect éclairage. Et donc je vous propose de vous faire une petite démonstration pour vous montrer l'impact concrètement que va avoir cette modification. Donc là je vous présente le logiciel Argos. Donc, j'ai choisi 3 projets à mettre en avant. Donc, le premier projet, c'est celui-là. Donc, on a un système de chauffage au gaz, donc une chaudière gaz de 2005, et avec donc, des radiateurs à eau et un ballon d'eau chaude classique en électrique. Et donc, aujourd'hui, ce bien est classé en F, parce qu'on est à 360 kWh par mètre carré et par an. Attention, petite subtilité que je rappelle, ici c'est un appartement, donc on est à moins de 40 mètres carrés, donc les étiquettes énergétiques sont impactées par l'aspect petite surface, donc l'étiquette classique que vous connaissez sûrement est un peu modifiée, c'est pour ça que parfois vous pouvez avoir du mal à retrouver vos petits, mais les chiffres sont justes, je vous le confirme. Et donc, en 2026, sans faire aucun travaux dans ce bien, le logement passe à 335 kWh par mètre carré par an, et donc devient une étiquette E. Et donc, finalement, l'heureux propriétaire de ce logement qui se voyait avoir une interdiction de location dans 2 ans avec son bien classé F, finalement, voit cette interdiction de location reportée de 6 ans pour le 1er janvier 2034, avec ce changement sans faire aucun travaux. Et donc celui-là, ça c'était un chauffage électricité. Donc ça, c'était un logement. Non, ça c'est un chauffage au gaz. C'était un chauffage au gaz. On avait une chaudière gaz et par contre une eau chaude sanitaire électrique. Donc finalement, on avait 3 des 5 postes que j'ai présentés avant qui sont impactés par ce changement de coefficient. Et si je prends un autre projet, donc là c'est un projet en maison avec une PAC RR. Donc, le générateur envoie PAC RR en split. Il y a un radiateur électrique pour la salle de bain et un ballon électrique pour le CS, donc le chaude sanitaire. Et en état initial, donc là, c'est aussi intéressant puisqu'on voit qu'on était à 224 kWh par mètre carré et par an. Et le changement de coefficient fait qu'on reste en D avec un 185 kWh par mètre carré et par an. Et pour ceux qui arrivent à avoir l'échelle en tête des étiquettes énergétiques, on voit qu'on était sur un D un peu gros, un peu frontière E, et là on vient à la frontière vers le C de l'étiquette énergétique. Donc malgré tout, on reste en D, et donc c'est intéressant de voir qu'il y a des biens qui sont impactés, mais qui ne vont pas forcément changer d'étiquette énergétique, et donc on ne peut pas éditer finalement de règles générales sur les conséquences en termes d'étiquette énergétique. Ça peut changer comme ça peut ne pas changer finalement. Hop, et je te rends la main, Clément. Okay. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, ce changement a un très gros impact sur les logements. D'abord sur les 850 000 passoires thermiques qui vont sortir du statut de passoire thermique, mais plus globalement, ça concerne tous les logements qui vont être impactés de manière différente selon globalement leur énergie de chauffage.
C'est ça. Ok. Et je me permets une réponse pour Pierre Chabagnier avec le 330 en seuil de E. Effectivement, c'est le seuil pour les logements de plus de 40 mètres carrés. Et comme l'a précisé Morgane Durpois, les petites surfaces voient une modification de leur échelle. Ok, maintenant, merci beaucoup Elta pour cette réponse. Maintenant qu'on a bien compris du coup ce que ça changeait sur les logements, on va se poser la question de qu'est-ce que ça change dans les audits concrètement, qu'est-ce que ça change dans le métier d'auditeur, comment est-ce qu'on prend ça en compte? Effectivement, donc pour répondre à cette question, je vais distinguer 3 cas. Donc, le premier cas, c'est ce qui s'est passé avant ce webinaire. Non pas que ce webinaire soit une date charnière, mais pour un peu illustrer donc, ce que vous avez pu faire par le passé. Après, il y a une période un peu critique qui est très courte, qui va être entre aujourd'hui et finalement le 31 décembre 2025, et après ce qui se passera au 1er janvier 2026. Donc ça, c'est les 3 créneaux temporels sur lesquels je vais essayer d'insister. Donc pour ce qui a été fait par le passé, donc que vous soyez propriétaire ou auditeur, il faut savoir que tous les travaux qui ont été faits jusqu'à présent restent valables, et donc vous avez le choix de venir faire gratuitement une mise à jour de votre DPE ou de votre audit sur le site de l'Observatoire de l'ADEME. Il suffit de rentrer soit l'adresse du logement, soit le numéro de DPE ou le numéro d'audit. Et après, vous pouvez télécharger une attestation qui fera foi finalement par rapport à la nouvelle classe énergétique du logement, si elle change, ou en tout cas pour la valeur de la consommation énergétique avec ce nouveau coefficient. Et donc, si par exemple vous avez fait un audit en 2023, donc l'audit était valable 10 ans, enfin le DPE était valable 10 ans, et donc cette attestation fera que le DPE restera valable les 8 ans ou 7 ans, selon comment on compte, ce qui lui restait à courir. Donc le DPE restera valable jusqu'à 2033, malgré le changement de coefficient. Donc le deuxième cas, c'est la situation, on va dire, facile, qui est la situation après 2026, où globalement, une fois qu'on a passé la date du 1er janvier 2026, tous les audits devront être édités, tous les DPE devront être édités avec le nouveau coefficient, donc le 1,9. Et donc, il faut absolument avoir un logiciel à jour. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu dans Argos, on a la fonctionnalité de choisir, qui est un outil très intéressant et sur lequel moi je m'amuse beaucoup et je joue pour comprendre un peu les subtilités. Et donc aussi, ça va venir modifier vos préconisations travaux, puisque vous savez que, par exemple, pour obtenir des aides de l'ANA, pour obtenir l'éco-prêt à taux zéro, par exemple, il y a beaucoup de conditions en termes de saut de classe, en termes de gains énergétiques qui sont clés. Et donc, finalement, cette modification de coefficient d'électricité va venir modifier les classes et donc potentiellement modifier aussi l'éligibilité ou non à des aides, le montant d'aide aussi auquel vous pouvez prétendre, et aussi potentiellement est-ce que vous êtes éligible à un éco-prêt à taux zéro ou pas. Et là, je vais encore une fois reprendre la main pour parler un peu de ça. Il nous faut un exemple là pour que ce soit plus concret. Donc, je vais reprendre le projet en chauffage gaz et l'ECS électrique de tout à l'heure. Donc, pour rappel, on était en F avant 2026 et on passe en E au 1er janvier 2026. Donc, pour les scénarios de travaux, je vais vous les présenter succinctement ici en bas. Juste le temps de chargement. Donc, premier scénario, très peu ambitieux, on va dire, avec juste une VMC, puisque ce logement avait un sujet d'humidité, une isolation des murs par l'intérieur, donc une isolation fine. Après, éventuellement, un remplacement de fenêtres. Troisième scénario, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique. Et le quatrième scénario, où on remplace l'intégralité des fenêtres et on isole les murs avec l'épaisseur réglementaire. Donc forcément, pour un appartement, ça devient délicat, puisqu'on perd, on voit ici, 2 mètres carrés de surface habitable. Et donc, sur ce bien, en 2025, donc avec l'audit de 2025, donc on était en étiquette F. Et donc, si on voulait être éligible à un éco-PTZ ou à des aides de l'ANA, on était obligé de choisir le scénario 3, puisque pour l'éco-PTZ, il faut au moins 2 sauts de classe. Et pour les aides de l'ANA, pareil, c'est 2
ou 3 sous-classes et plus. Donc là, on serait éligible à la fourchette la plus haute d'aide. Et on voit que, par exemple, si on passe au coefficient du 1er janvier 2026, donc là, on passe en E sur l'état initial. L'état final, lui, reste en C. Et donc, finalement, on n'a plus que 2 sauts de classe pour les scénarios 3 et 4. Donc, on est toujours éligible à l'éco-PTZ. On est toujours potentiellement éligible aux aides de l'ANA. Mais le montant maximal d'aide vient être diminué parce que finalement, on n'a plus que 2 sauts de classe, là où en 2025, on en avait 3, si je remonte ici. Et donc, comme vous savez que les seuils d'aide éligibles sont modifiés en fonction du nombre de sauts de classe, donc si on va avoir le même seuil d'aide, il faudra venir faire l'effort d'aller chercher le coefficient B sur un scénario, sachant qu'on voit que sur le scénario 4, on n'est plus très très loin de l'étiquette B, mais malgré tout, il faut venir modifier le scénario, étoffer les hypothèses pour franchir ce cap. Et si je prends un autre exemple, donc on était un projet cette fois-ci en chauffage électrique et en ECS électrique, donc en eau chaude sanitaire électrique aussi. Donc de la même façon, ce bien est en F. Je vous dis la vérité, c'est le même appartement où j'ai juste modifié les systèmes. En fait, on voit ici que j'avais un système de chaudière, j'ai juste remplacé par un radiateur électrique à l'inertie. Donc ça, c'est très simple à faire sur le logiciel, c'est très pratique. Et donc de la même façon, on passe de F à E finalement au 1er janvier 2026 automatiquement. Et donc, pour les scénarios de travaux, donc on avait déjà les 2 sauts de classe en 2026 pour les étiquettes, pour le premier scénario. Donc, finalement, on était déjà potentiellement éligible à un éco-PTZ avec très peu de montants de travaux. Et en plus, on sortait de la partie passoire énergétique. Donc, c'était intéressant, finalement. Et on voit qu'au 1er janvier 2026, on n'a plus qu'un saut de classe sur ce bien avec le scénario 1. Donc, il faut pousser au scénario 2 si on veut avoir accès à l'éco-PTZ. Et par contre, ce qui devient encore plus intéressant que la démonstration d'avant, c'est que vous savez que pour un DPE réglementaire, il faut proposer des scénarios qui permettent d'arriver en étiquette B. Donc forcément, souvent, c'est compliqué techniquement. Il faut justifier que c'est compliqué techniquement. Et donc là, on voit finalement qu'avec cette modification de coefficient, on arrive à l'étiquette B avec le scénario 3, donc un scénario qui est peu impactant du point de vue de l'habitation, puisqu'on perd que 0,69 m², donc ça reste significatif au prix du mètre carré, mais c'est moins impactant que ce qui peut être fait ailleurs sur des scénarios plus ambitieux, ou s'il fallait augmenter finalement la quantité d'isolation pour passer dans ce label BBC, donc étiquette A ou B. Et je te rends la main. Ouais, et c'est très clair. Et ce que je te propose, c'est que tu nous avais parlé de 3 cas de figure avant qu'on parle du 3e cas de figure. Donc, le premier, pour rappel, c'était comment ça impacte les audits avant ce changement. Et le deuxième, c'est le changement de coefficient, donc avant janvier 2026. Et là, le deuxième qu'on va voir, c'est comment ça va impacter les audits à venir. Donc, il y a un 3e cas de figure dont on va parler dans un instant, mais il y a quelques questions là qui sont intéressantes. Il y avait une question de Adma pour les audits en 3CL réalisés en 2024 en 2025. L'attestation est donc obligatoire. Non, très bonne question. Effectivement, pardon si j'ai manqué de clarté, non, l'attestation n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'obtenir si vous le souhaitez, mais si vous préférez garder les audits réalisés tels quels en 2024 et en 2025, vous pouvez les garder tels quels. Ok. Je pense que ça répond également à la question de Morgane qui se demandait si les attestations étaient disponibles pour les audits récents. Donc, du coup, la réponse est oui. Normalement, il suffit finalement de rentrer le numéro d'audit ou le numéro de DPE et l'observatoire de l'ADEME vous donnera la version mise à jour, l'attestation de mise à jour de la valeur. J'en profite. Merci beaucoup, Benoît, qui avait posé sa question sur le nombre de millions de passoires et qui a fait le calcul. Et donc, en effet, 850 000 passoires énergétiques, ça représente 18% des passoires donc, qui seraient impactées. 18% 18% des logements qui sortiraient du statut de passoire thermique. Je me permets d'insister,
des logements qui sortent du statut de passoire thermique, mais elles sont toutes impactées. Et il y a des passoires qui vont passer de G à F, donc finalement qui étaient interdits à la location, qui deviennent autorisés encore pour 2 ans. Donc ce chiffre d'impact est quand même plus élevé que ça. Et encore une fois, en plus, ce 850 000, il n'est pas forcément consensuel. Il y en a qui l'estiment à plutôt 1,5 million. Mais effectivement, c'est un gros sujet qui est très marquant et qui a un gros impact sur le parc immobilier français. Et alors, j'ai une question là de Michael Jeanvrin, qui demande, est-ce qu'avec un audit fait en 2025, comment faire si le scénario doit être mis à jour pour la réception des travaux en 2026? Et ça, je pense que ça amène au 3e cas dont tu voulais parler. C'est ça. Merci pour cette question qui me fait une très bonne transition. Donc, globalement, pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2026, donc il y a plusieurs cas de figure, c'est assez technique et je pense que la question elle répond pas tout à fait, donc j'y répondrai en suivant. Donc, si l'audit est fait après le 1er janvier 2026, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun impact, il n'y a aucune possibilité. C'est dans tous les cas le coefficient de 2,3. Et donc, finalement, si vous modifiez un audit qui a été réalisé en 2025, mais vous devez le modifier pour des situations de travaux, il faudra prendre le coefficient de 2,3 avec ses conséquences. Donc, effectivement, pour certains dossiers, c'est impactant. Et donc, il y a potentiellement des arbitrages à faire de finalement, pendant les travaux, donc imaginons une situation, les aides ont été demandées, l'ANA est en train de faire le recours, elle demande le DPE de fin de travaux. Il y a une situation qui fait que finalement, vous voulez profiter des travaux pour changer une fenêtre, par exemple. Et potentiellement, ce n'est pas intéressant de le faire parce que si vous modifiez votre audit, vous devez modifier le coefficient d'électricité et donc potentiellement modifier votre éligibilité aux aides. Et donc, c'est un risque. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir avant toute modification. Donc ça, c'est ce qui se passe après le 1er janvier 2026. Si aujourd'hui, vous êtes en train d'éditer des audits à destination éventuellement de financement, ANA, EcoPTZ, C2E et autres, il faut se poser la question de quelle est l'hypothèse la plus favorable. Donc, vous pouvez d'ores et déjà éditer des audits avec le coefficient 2,3 avec le coefficient 1,9 pour vous projeter dans la situation au 1er janvier. Mais potentiellement, si vous clôturez l'audit d'ici à la fin de l'année avec l'ancien coefficient, parce qu'il vous paraît plus pertinent, vous pouvez le clôturer, faire la demande d'aide en 2026. Donc, par exemple, aujourd'hui, les aides sont limitées aux ménages bleus. On a bon espoir qu'en 2026, ça réouvre pour un public plus large. Et donc, potentiellement, si votre audit n'est pas modifié post-2026, vous pouvez faire une demande d'aide en 2026 avec les montants d'aide de 2026 avec votre audit de 2025. Par contre, comme je l'ai dit, ce n'est pas possible de faire des modifications de scénario derrière, parce que si on veut modifier les scénarios, il faut tout basculer avec le nouveau coefficient. Pour autant, les audits, si vous voulez les basculer, encore une fois, l'attestation qui est disponible sur l'Observatoire des PE de l'ADEME suffit, pas besoin de refaire d'audit. Et sinon, je pense que j'ai tout dit comme hypothèse. Donc, soit vous ne modifiez pas, vous pouvez choisir le coefficient, 1,9 ou 2,3. Soit vous éditez complètement l'audit en 2026, auquel cas c'est le 1,9 qui est obligatoire. Et si vous avez fait l'audit en 2025, mais vous voulez modifier un scénario de travaux, vous êtes obligé d'utiliser le nouveau coefficient et donc potentiellement perdre votre éligibilité à des aides. Ok, c'est extrêmement clair. Merci pour ces informations. Il y a plein de questions. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la section suivante et puis on prendra toutes les questions dans le temps de questions-réponses de la fin. On a bien compris, du coup, les impacts de ce changement sur le marché immobilier, dans le quotidien des auditeurs. Et il y a une dernière question. Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'occupant de son logement? Très bonne question. Et c'est une question qui me paraît très intéressante parce que chez Itac, la conviction, le but pour nous de la rénovation, c'est pas d'obtenir une étiquette, c'est vraiment d'adresser le confort thermique dans son logement
qu'on soit propriétaire, qu'on soit locataire, quelle que soit notre situation. Et en fait, il faut vraiment, vraiment être conscient que cette modification de coefficient d'électricité ne va rien changer sur les factures d'électricité. Donc, le prix du kilowattheure d'électricité va rester le même. Le confort ou l'inconfort du logement va aussi rester le même. Donc, si par exemple vous avez froid dans un logement F et vous dites j'ai froid parce que c'est une passoire thermique et que demain vous passez en E, vous n'aurez pas plus chaud dans votre logement qu'avant le changement. Donc, c'est vraiment purement mathématique cette modification. Et donc, pour nous, le rôle de la rénovation thermique, c'est vraiment d'améliorer le confort des habitations. Et donc là, comme il n'y a rien qui est fait, il n'y a aucune modification sur le confort. Et donc, c'est vraiment pour moi un enjeu clé de si quelqu'un a froid chez lui ou chez elle, il y aura la même sensation après le janvier 2026, même avec la modification de ce coefficient. Et ça, je pense que c'est un enjeu vraiment important puisque, en fait, des fois, en tant qu'occupant, on peut se dire, je suis dans un logement E, c'est pas incroyable, mais ça passe. Demain, on se dira, je suis dans un logement D, mais en fait, j'étais mieux dans mon logement E, et en fait, potentiellement, oui, parce que c'est juste cette modification qui change, et ce calcul, finalement, et pas cette réalité du bâti. Donc, dans le fond, il y a un vrai rôle de conseil et de pédagogie à avoir auprès de ses clients pour expliquer que ce changement d'étiquette ne change rien si leur enjeu, c'est un enjeu de confort, ça change rien à la nécessité de faire des travaux, quoi. C'est ça. Et même si leur enjeu, c'est un enjeu de facture énergétique trop élevée, ces factures ne vont pas changer avec cette modification. Ok, super. Et on a fait, en tout cas nous, le tour des grands messages qu'on voulait faire passer. Et il y a eu plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Et donc, je te propose d'en reprendre quelques-unes. Il y en avait une première, donc vous n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser en direct dans le chat. Et en attendant, moi, j'en profite pour remonter un peu. Il y avait une question sur la partie du début de Guillaume Catusso qui demandait si l'alignement du COEF à 1,9 aux autres pays européens sous-entendait que les réseaux des autres pays étaient plus efficaces. J'ai pas une assez bonne connaissance du parc électrique européen, donc j'aurais du mal à être transparent et honnête là-dessus. Il y a plein d'hypothèses à pouvoir prendre, donc je ne me permettrai pas de conclure sur ce sujet. Je pense que c'est hors de mon périmètre. Ok, ça marche. Il y avait, alors on y a répondu, mais il y avait Masnian qui demandait comment on peut récupérer l'attestation. Est-ce que tu accepterais de répéter, on vais remettre la slide, où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut aller récupérer cette attestation pour les DPE 2025, ou antérieurs? Bien sûr, donc le site, vraiment, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Observatoire DPE de l'ADEME, vous arrivez sur une page d'accueil et c'est sur la gauche. Je ne suis pas sûr que l'adresse du logement exact suffise. Potentiellement, il faut le numéro de DPE ou le numéro de l'audit. Et vous pourrez télécharger l'attestation qui est générée automatiquement pour l'audit ou le DPE que vous avez demandé. Ok. Super, j'espère que donc c'est plus clair. Alors, il y avait une question de Magali Ragon. Il me semble que tu as répondu. Si l'audit est déjà déposé en 2025, les propriétaires n'ont pas encore déposé leur demande d'aide et changent le scénario de travaux. Si je retourne sur l'audit pour modifier le dernier scénario de travaux, quel coefficient sera impacté? Celui de 2025 ou celui de 2026? Donc, j'imagine que la question, c'est si jamais vous voulez modifier le scénario au 1er janvier 2026, enfin, post-1er janvier 2026, en fait, si vous modifiez l'audit, vous le rééditez derrière et donc vous êtes obligé d'appliquer le coefficient du 1er janvier 2026. Ok.
autre question, ça c'était une question de Morgane Durpois. Certaines DDT demandent des mises à jour des audits. Cela ne risque-t-il pas de rendre certains dossiers KO? A priori, du coup, non, grâce à l'attestation. Grâce à l'attestation, enfin, les mises à jour. Est-ce que tu confirmes? En fait, si la question c'est l'éligibilité aux aides, si la DDT impose d'avoir l'audit mis à jour, ben, potentiellement, comme je l'ai présenté, vous pouvez perdre des sauts de classe, vous pouvez perdre des choses comme ça. Donc, ça peut modifier votre dossier. Si vous deviez avoir 2 sauts de classe et qu'avec le nouveau coefficient, vous n'en avez plus qu'un, par exemple, pour une rénovation globale, c'est problématique. Donc, il faudra changer le scénario pour s'adapter à ça. Et j'en profite pour prendre la question de NR. Sur un état initial en E, l'état final en C, l'audit éditable, oui ou non? Car aujourd'hui, c'est non. En fait, aujourd'hui, on peut l'éditer si on justifie le fait de ne pas avoir un scénario qui arrive en B. Et donc, demain, ce sera la même chose. En fait, dans la mission d'un auditeur, il doit proposer, sauf justification légitime, un scénario qui permet d'arriver en A ou B, donc en label bâtiment basse consommation. Donc, par exemple, si c'est un appartement parisien et qu'il faut faire 40 cm d'isolation, mettre un chauffe-eau thermodynamique et une pompe à chaleur, on peut justifier le fait que ce n'est pas possible, au vu des contraintes de l'haussmannien, mais il faut justifier. Et ça restera vrai aujourd'hui comme demain. Super. On a une question plus spécifique sur Argos. C'est une question de Michael Jeanvrin. On n'aura plus le choix de cocher l'année sur Argos 2025-2026. Les audits se mettront-ils tous à jour automatiquement? Et donc ça, là aujourd'hui, évidemment, il y a cette option que Walter a montrée et la mise à jour automatique, évidemment, à partir de 2026, quand les audits seront édités, ils seront édités avec le coefficient 2026. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. J'ai une question d'Antoine Lomuller. Qu'en est-il du DPE européen qui devait être mis en place en 2026 également? Est-ce que tu as des informations à nous donner dessus ou pas? Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ok. Mais justement, ce même Antoine qui dit que finalement, ça arrange juste les propriétaires bailleurs, c'est une façon de voir les choses. Je ne sais pas si prendre ma casquette militante ici est le bon endroit. Donc, je botte en touche. Alors, une question toujours d'Antoine. Quelles sont les vraies solutions d'un logement classé F, périmètre monument historique full élec? Le full élec, finalement, il est intéressant. Enfin, il est intéressant sur beaucoup d'aspects, puisque le périmètre monument historique fait que l'isolation thermique par l'extérieur est compliquée. Pour autant, l'isolation thermique par l'intérieur peut être un sujet. Il y a aussi, en fonction de si c'est un appartement, une maison, potentiellement des sujets autour des toitures et des planchers bas, où on peut agir assez facilement, même en périmètre monument historique. Après, bien sûr, si c'est partir sur des chauffe-eau thermodynamiques ou des pompes à chaleur, il peut y avoir des complexités de réalisation avec le bloc extérieur. Encore une fois, il y a des discussions qui aboutissent parfois avec les ABF pour dire, en fait, on veut percer la façade pour mettre un appel d'air pour le chauffe-eau thermodynamique. C'est des choses qui se font. Faut aller défendre son projet auprès des ABF. Merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais a priori, on y a déjà répondu. A priori, on y a déjà répondu. J'ai le sentiment que, est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'on a été clair et exhaustif sur ce sujet?
Il y a une question dans la rubrique questions sur est-ce qu'il s'agit que des DPE logements et les DPE immeubles restent inchangés? A priori, non. Les DPE immeubles, s'ils sont faits avec la méthodologie 3CL, seront modifiés aussi, puisque c'est le même coefficient de conversion. Il y a Laurence qui a une question sur un dépôt au niveau de l'ANA et le scénario de travaux change après le dépôt du dossier. Effectivement, si vous modifiez l'audit après, en tout cas en théorie, si vous modifiez l'audit après le 1er janvier 2026, il y a un risque d'éligibilité clair. Aujourd'hui, l'ANA ne s'est pas encore positionné autrement que parce que je vous ai présenté. Peut-être que en se rendant compte du nombre de dossiers qui peuvent être impactés par ces changements, il y aura une souplesse qui sera autorisée, mais je ne peux pas parler à la place de l'ANA. Donc, évidemment, je pense qu'ils sont très au courant de ces sujets-là. J'imagine qu'ils sont en train de réfléchir à comment on arbitre ça, puisque forcément, j'imagine qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés, qui dépendent de ces montants d'aide pour être réalisés et qui pourraient perdre leur éligibilité. Donc, c'est des conséquences assez fortes pour un certain nombre de ménages. Donc, j'imagine qu'ils ne laisseront pas ces ménages tomber. Pour autant, il n'y a pas de document qui garantit cela aujourd'hui. Je ne sais pas si Laurence répond mieux à votre question. Donc, un regain d'intérêt pour les énergies fossiles. Personnellement, et par rapport à ITAC, ce n'est pas du tout notre conviction. Le but, c'est de se défaire autant que possible de ces énergies fossiles. Donc, même pour les bâtisses anciennes, pour moi, c'est un sujet. Il faut en sortir, entre guillemets, à tout prix. Donc, voilà. Après, ça, c'est la conviction d'ITAC. Je peux entendre des avis contraires et c'est avec plaisir pour en débattre. Pour la demande de revenir au 100% au lieu des sous-classes, la balle n'est pas dans notre camp. Donc, n'hésitez pas à aller faire du militantisme auprès de l'ANA, auprès de l'Assemblée nationale aussi. Plus il y a de gens qui défendent le sujet de la rénovation d'ampleur, mieux on se porte. Donc, avec joie pour avoir plus de personnes pour porter notre bâton de pèlerin. Un grand merci, Walter, pour toutes pour ton expertise et pour toutes ces explications extrêmement claires. On arrive à la fin de ce webinaire. Un dernier petit mot sur Argos. Si jamais vous voulez essayer Argos, vous avez un essai gratuit. Ça peut être le moment, typiquement, si vous voulez profiter de cette fonctionnalité-là que Walter montrait pour comparer 2025 et 2026. Et pour ça, rendez-vous sur le site d'Argos et voilà, et vous pouvez démarrer un essai gratuit. Un grand merci. Vous allez recevoir, on va vous envoyer dans l'après-midi un email avec le webinaire, le replay de ce webinaire. Et on a prévu en 2026 toute une série de webinaires sur différents sujets d'expertise ou de retour d'expérience, toujours pour venir éclairer ce métier d'auditeur. Donc, on vous contactera. Un très, très grand merci pour votre attention et à bientôt. Merci à tous et toutes. Bonne journée.